très heureux d'être là avec vous tous pour parler de ces sujets qui sont aussi passionnants, en tout cas qu'ils sont pour moi. Juste pour remettre rapidement dans le contexte, Conto, si vous n'en avez pas déjà entendu parler, on est une scale-up, donc on a un peu dépassé le stade de start-up parce qu'on est aujourd'hui plus de 650 à bosser chez Conto et notre produit, c'est une banque en ligne qui est un peu plus que ça, c'est la solution financière, notamment pour les freelances. Donc là, potentiellement, ça peut vous intéresser de voir un peu ce qu'on fait de l'intérieur, si jamais vous êtes déjà client chez nous ou pas encore. Et aussi pour les petites entreprises. Donc là, c'est vraiment les segments auxquels on va s'intéresser et développer notre produit pour répondre à vos besoins particulièrement. Et comme Clément le disait, je n'avais pas forcément une prédisposition à être dans les scale-up. Je ne vais pas dire que ça arrivait par accident parce que ce n'est pas vrai. Mais j'ai commencé en fait en sortant d'école d'ingénieur à travailler dans les usines et notamment à être confronté à une méthodologie qui s'appelle Lean, qui est en fait l'étude du système de Toyota en dehors de Toyota pour faire extrêmement court. Et du coup, c'est là où ça devient intéressant, c'est que c'est le modèle qui a été réapproprié par un des fondateurs de Conto, qui est Steve Hanavi. Et en fait, il s'est rendu compte que ce modèle-là s'appliquait complètement sur l'entreprise qu'il était en train de créer et qui s'adaptait complètement aux problèmes qu'il était en train de rencontrer. Donc, c'est un peu ce dont je vais vous parler dans les prochaines minutes. Et finalement, on va voir que, OK, Toyota fait des voitures. Nous, ce qu'on crée, c'est un produit. Et finalement, il y a des parallèles à faire qui sont extrêmement simples et qui sont extrêmement visuels. Et on va voir en fait comment est-ce qu'on y répond. Donc, du coup, alors je vois qu'il y a le… Est-ce que c'est normal qu'on n'entend rien? Est-ce qu'il y a un bug ou pas? J'ai l'impression que tout le monde entend à part nous. Okay. À part Reynald. D'accord. Je propose à Reynald peut-être de refresh. Je vais continuer. Oui, tu peux continuer. Voilà. Et du coup, ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est que la productivité est finalement une conséquence du processus d'apprentissage. Et donc, je vais expliquer en quoi ça consiste exactement. Mais si je devais le résumer en une seule phrase, mon travail, c'est de mettre les gens chez Conto et notamment les managers dans des conditions avec les bons outils pour réfléchir à la manière dont ils travaillent. D'accord? Donc, en fait, la productivité est une conséquence directe de l'apprentissage. Donc, on le voit un peu sous ce spectre-là. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. D'accord? C'est quand on met les gens dans les conditions, en tout cas dans une entreprise comme la nôtre, de réfléchir à la manière dont ils créent de la valeur, comment est-ce qu'ils réfléchissent à bien la faire et ensuite à la faire plus vite. D'accord? Donc, on va parler grosso modo de 3 sujets là, dans les 15-20 minutes qui suivent. J'ai oublié de préciser, mais je garderai du temps pour les questions à la fin. Cependant, si vous avez des questions plus précises sur ce que je suis en train de dire, parce que vous avez envie que j'approfondisse, n'hésitez pas, j'irai regarder de temps en temps s'il y a des questions vraiment spécifiques là-dessus. Donc, on va parler de 3 choses. Alors, on est dans un contexte d'hypercroissance. D'accord? Donc, ce qu'on dit souvent chez Conto, c'est on fait 2 fois mieux tous les ans. Donc, on veut avoir le double de clients, le double de revenus, mais on veut aussi avoir 2 fois moins de problèmes tous les ans. Donc, c'est un peu la manière dont on aborde les choses. Et en fait, ça génère des problèmes. En fait, on recrute énormément. Ça crée des problèmes organisationnels. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est la même chose partout. La deuxième partie, c'est en fait, c'est quoi le Conto est, comment est-ce qu'on essaie d'y répondre? Parce qu'en fait, on essaie de se battre vraiment contre ces problèmes-là. Et je vais vous montrer à la fin quelques exemples de, en fait, quels exemples de productivité on a eu dans le contexte de l'apprentissage. Parce que pour nous, ça a vraiment un sens extrêmement important. D'accord? Donc, si je devais résumer à quoi ça sert une entreprise ou qu'est-ce qu'on cherche à créer en tant qu'entreprise, c'est en fait le plus de valeur possible, le plus vite possible et le moins cher possible. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est dans un monde idéal, avoir 1 million de nouveaux clients qui sont super contents, sans effort, et finalement, que ça nous coûte le moins cher possible, c'est-à-dire qu'on développe tous ces produits-là le plus vite possible avec le moins de gens possible. Évidemment, tout ça, ce ne serait pas possible si on avait des employés freelance qui étaient frustrés et qui partaient au bout d'un mois. Donc, en fait, on veut aussi qu'ils soient ravis de travailler chez nous. D'accord? Donc, on a les deux chez nous. On a à peu près, si je me souviens bien, de l'ordre de 600 employés, une cinquantaine de freelance. D'accord? Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est que ces gens-là soient ravis de travailler chez nous. La vocation d'une entreprise, c'est aussi de créer des jobs. Donc, ça, c'est un vœu pieux.
Donc, c'est pour ça qu'à la fin, je mets en fait jusque-là, ça va, c'est plutôt facile. C'est un vœu pieux. La réalité, c'est que c'est extrêmement dur. D'accord? Parce qu'en fait, ce qui se passe, la réalité quand on est dans un contexte d'hypercroissance, la réalité quand on est en train de grandir, c'est que plus ça va, plus on grandit, moins on crée de la valeur. Donc, en fait, quand on voit le petit diagramme qui est sur la droite, on passe finalement assez peu de temps, et ça, c'est de manière générale, à vraiment créer de la valeur. Donc, en fait, par exemple, un développeur, plus on va être grand, plus il va être pris dans les meetings, donc moins il va avoir de temps pour finalement coder et faire du bon code. Et du coup, en fait, la partie en rouge, elle va avoir tendance à grandir. Et donc, grandir en termes de waste, ça veut dire j'attends que quelqu'un soit prêt ou m'envoie quelque chose. Je dois retravailler quelque chose parce que finalement, je l'ai envoyé à marketing, mais ils ne sont pas d'accord. Donc, du coup, je dois le refaire, etc. Il y a aussi, alors celui-là, c'est probablement le pire de tous, c'est faire quelque chose, donc passer du temps à faire quelque chose dont personne ne va jamais se servir. C'est comme si vous imaginez, vous envoyez des dossiers, on a eu l'expérience récemment, on envoie des dossiers à la CAF que personne ne prend, du coup c'est extrêmement frustrant. Donc voilà, c'est un exemple de ce qu'on peut voir. Ou alors, on peut avoir plein de travail en attente. Idem à la CAF, je ne sais pas combien de dossiers ils ont en ce moment, mais en fait, tous ces dossiers-là, ils sont en train d'attendre et ils ne sont pas traités. Donc du coup, ça, c'est un autre problème. Et en fait, c'est l'accumulation de ces choses-là qui fait que les organisations ou les entreprises vont avoir tendance à se scléroser, on va avoir des silos, on va avoir des gens qui ne se parlent plus, etc. Donc ça, finalement, le premier chose qu'on pourrait se dire, c'est d'accord, je suis en train de créer mon produit, je suis en train de coder, je suis en train de faire plein de choses, mais en fait, j'ai plein de travail en attente, j'ai plein de choses qui arrivent, etc. Donc, je vais vouloir recruter plus. Chose qui est complètement légitime. Mais en fait, on risque, et c'est ce qu'on voit à droite, on risque de tomber dans un peu le piège de se dire je recrute plein de gens, mais finalement, individuellement, ils travaillent de moins en moins vite parce qu'en fait, il y a plus de réunions, il y a plus de silos, il y a moins de sentiment de responsabilité et d'initiative, il y a plus de process qui nous prennent du temps, etc. Donc, je ne sais plus dans quel film c'est où ils disent 60% du temps, ça marche tout le temps. C'est un peu ce qui se passe avec les banques traditionnelles. D'accord? Donc, en fait, vous voulez déposer, vous voulez ouvrir un compte et on vous dit ah oui, mais non, pour vous, c'est un peu différent, donc il faut passer avec mon collègue, etc., etc. Donc, en fait, c'est ce qui se passe dans les banques traditionnelles aujourd'hui qu'on n'a pas du tout envie de reproduire. Genre, c'est vraiment le truc inverse contre lequel on a envie de se battre. Et du coup, c'est que plus on va vouloir mettre en place des process qui sont standardisés, moins on va être efficace. Et du coup, moins on est efficace. La conséquence, c'est des clients qui vont changer de banque parce qu'ils ne sont pas satisfaits par notre service ou par notre service client ou par autre chose. Une équipe qui est frustrée parce qu'en fait, on attend que Corinne de la Compta nous envoie des trucs depuis un mois et du coup, on ne peut pas avancer. Des investisseurs qui sont en panique. Alors ça, c'est dans notre cas parce que du coup, on a des investisseurs. Ou alors une trésorerie qui est en berne quand on est une toute petite structure ou quand on est freelance. Donc ça, c'est typiquement les choses contre lesquelles on a vraiment, avec force de conviction, envie de se battre. Et en fait, pour la petite histoire, c'est le constat qui a été fait par Steve et Alex, nos fondateurs, il y a à peu près 3 ans. Donc du coup, ils se sont dit, on est en train de retomber dans les travers des grosses entreprises. Il y a un terme pour ça, hein, en anglais, c'est le Big Company Disease. Donc c'est typiquement le truc contre lequel on a envie de se battre. Et c'est intéressant parce que c'est les choses que moi, j'ai aussi vues dans mes expériences passées, soi-disant dans des organisations qui étaient très fortes et très agiles, mais en fait, déposer un dossier ou demander des financements ou faire quoi que ce soit, ça nous prenait un temps fou parce que finalement… alors non, c'était pas dans la Waymet, c'était un film avec Will Ferrell, mais enfin bon, bref, ça c'était pour l'anecdote. Mais voilà, en fait, on a vu qu'on était en train de tomber dans ce truc-là. Et Steve et Alex ont dit d'accord, en fait, on le voit arriver. Du coup, on a envie de se battre contre ça. Et du coup, la solution ou le modèle vers lequel ils ont été tentés, c'est, comme je disais un peu en intro, c'est le modèle de Toyota, où en fait, ils sont dans l'ultra-customisation, l'ultra-flexibilité. C'est une des entreprises aujourd'hui les plus productives au monde. Alors, ils ne sont pas les seuls à le faire, mais c'est de eux que c'est venu. Aujourd'hui, on a aussi des entreprises comme Amazon qui arrivent à nous livrer en 24 heures. Je veux dire, c'est quand même un exploit en termes de logistique. On a des marques aussi comme Zara qui arrivent à renouveler leur collection tous les mois sans créer du stock. C'est quelque chose qui est quand même assez formidable parce qu'il y a d'autres entreprises, typiquement comme H&M,
qui se retrouvent avec des invendus monstrueux et en fait qui n'arrivent pas à devenir productifs dans ce sens-là, alors que Zara y arrive. Et en fait, ils ont un modèle qui est similaire au nôtre, que nous, on appelle le Contoway. Via notre rebranding, maintenant, on le représente comme ça. Et en fait, il y a 2 principes continus là-dedans. C'est qu'en fait, on a envie d'apprendre à satisfaire nos clients, donc c'est ce que vous voyez dans le toit, en leur créant de la valeur et à s'aligner là-dessus. Donc en fait, là, par exemple, je vous parle, vous êtes typiquement dans nos segments de freelancers ou de petites entreprises. En fait, si on n'oriente pas notre produit, si on n'oriente pas ce qu'on fait là-dessus, en fait, on est à peu près sûr de se planter. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on apprend à faire ça continuellement. Et ensuite, dans l'apprentissage en continu, c'est on apprend à mieux faire et on apprend à le faire plus vite avec certains outils dont je vais parler un peu plus tard. Mais en fait, c'est notre orientation perpétuelle du travail et ça demande un vrai effort de réflexion de tout le monde. Mais aujourd'hui, on considère que c'est nos managers qui entraînent la dynamique. Donc, par exemple, moi, mon travail, c'est de leur donner les outils pratiques et la réflexion qu'il y a derrière pour en fait se l'approprier et pour rentrer dans ce cycle d'apprentissage. Et en fait, à chaque fois qu'on a une feature qui ne satisfait pas nos clients, on va vraiment chercher à comprendre qu'est-ce qu'on a raté et on va vraiment chercher à apprendre à le faire plus vite la fois d'après. Et du coup, dans la base que vous voyez dans le modèle, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est en fait, on se fait confiance, on parle des problèmes, ces choses-là sont complètement ouvertes chez nous. En fait, un peu dans la culture française, on a quand même la notion d'un problème, c'est quelque chose de mal, alors que non, en fait, un problème, c'est une opportunité pour apprendre. Et donc, nous, on est complètement dans ce spectre-là et on réfléchit complètement là-dedans. D'accord ? Donc, en fait, ça, c'est un peu notre réappropriation du sujet, mais c'est quelque chose qui nous anime tous les jours. Et en fait, il se passe que réfléchir sur la manière dont on travaille, c'est extrêmement difficile. D'accord ? Et en fait, ça demande beaucoup d'introspection. Et en fait, si on n'a pas les bons outils pour le faire ou si on n'a pas la bonne méthode de réflexion pour le faire, on se retrouve un peu à réinventer la roue. D'accord ? Donc, du coup, en fait, on n'est pas du tout là-dedans. Je vais vous montrer un peu plus dans le détail derrière. Mais en fait, c'est vraiment un outil de réflexion et c'est vraiment un outil d'apprentissage. D'accord ? Alors, je vois que j'ai une question d'Antoine. À partir de quelle taille est-ce que vous avez commencé à connaître ça chez Conto ? Alors, si je remets un peu dans l'histoire, le produit était déjà lancé. Donc, en fait, les premières versions de Conto et de l'utilisation du compte bancaire étaient déjà sorties. Et en fait, ils se sont retrouvés à vouloir complémenter la solution en termes de financement. Et du coup, ça a apporté beaucoup de sujets en fait, moi, je suis dans l'équipe produit, mais l'équipe tech, elle ne fait pas du tout ce que je suis en train de lui demander de faire, etc. Donc, je dirais que ça a commencé, disons que les premiers signes annonciateurs, il devait y avoir une trentaine de personnes chez Conto. Ça a commencé à devenir vraiment problématique à partir de 50 personnes. Et du coup, c'est là où Steve a commencé à travailler là-dessus. D'accord ? Et donc, la question de Mathieu est très intéressante aussi. La productivité telle qu'on la traite ici, c'est que business et pas des cours d'outils. Alors là, c'est intéressant parce que du coup, je me rends compte que j'ai oublié de le dire. En fait, on parle de productivité, alors non seulement dans l'optique satisfaction client, genre on apprend à faire des choses que nos clients vont vraiment adopter. Ça, c'est plus sur la partie qualité. Et sur la partie juste à temps que vous allez voir sur la gauche du modèle, en fait, sur la partie juste à temps, c'est on apprend à faire plus vite. Et là, on parle de quelque chose qui s'appelle le lead time. Et en fait, le lead time, c'est le moment entre la création d'un besoin et le moment où le besoin est rendu. Donc, en fait, on parle de demande de travail. Et en fait, c'est par exemple, moi, je vais demander du travail à l'équipe design pour m'aider à faire ce modèle-là, par exemple. Et donc, entre l'expression du besoin et le moment où je l'ai reçu, il y a eu un certain lead time qui s'est écoulé. Et du coup, si ce lead time ne correspondait pas à mes attentes, par exemple, ils ont mis 5 jours pour le faire alors qu'en fait, j'en avais besoin en 2 jours, on va se poser les questions de qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qui n'était pas clair, etc., pour finalement revenir à ces 2 jours-là. Et du coup, on peut être amené à réfléchir sur les outils, sur notre manière de communiquer, sur notre manière de former, etc. Donc, l'outil, c'est une partie, mais finalement, on balaye le spectre de tout ce qui nous a fait perdre du temps. Donc, en fait, on a vraiment cette vision-là sur le lead time
Je pourrais en parler un peu plus en détail après. Et effectivement, on peut être amené à améliorer nos outils en permanence parce que justement, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut dans les temps. Mais il y a une certaine frustration derrière des équipes, finalement, de ne pas réussir à le faire dans les temps. Donc, on se pose les bonnes questions. Donc, voilà. Donc, avant de rentrer dans l'outil, on se pose les bonnes questions de qu'est-ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'on est en train de réussir et est-ce qu'on a besoin de le faire plus vite. J'espère que j'ai répondu à ta question. Et du coup, je vais avancer. Et en fait, ça vient un peu sur ce que j'allais raconter sur le just-in-time. On a une vision très, très claire sur… en fait, on veut que les gens travaillent sur une chose à la fois. On appelle ça le One Piece Flow pour pouvoir aller plus vite. Et du coup, si jamais on n'y arrive pas, en fait, ça nous fait remonter ces problèmes-là. Et du coup, ça nous fait potentiellement remonter des problèmes d'outils. Donc, je vais vous donner un exemple derrière. Mais typiquement, ça va nous faire remonter un problème d'outils. Et là, du coup, alors c'est une petite vidéo explicative. Mais en fait, on voit sur la partie du haut, qu'est-ce qui se passe quand on travaille en batch. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on fait les choses 10 par 10. Qu'est-ce qui se passe au milieu? Donc, c'est un peu l'intermédiaire quand on fait des petits batchs. Donc, en fait, on fait les choses 5 par 5. Et tout en bas, c'est vraiment quand on travaille sur les choses une par une. En fait, c'est intéressant parce qu'on voit plusieurs choses. Alors là, du coup, les petits points, on peut imaginer que c'est des specs, des bouts de code, tout ce qu'on veut, ou même des candidats dans le recrutement. Et en fait, on voit que quand on travaille sur les choses une par une, et ben en fait, les 10 choses qu'on attendait à la fin sont faites en 30 secondes, alors que quand on les fait en batch, on les fait en 1 minute. Et là, du coup, ça va venir sur mon exemple derrière. De savoir, en fait, ça c'était un vrai sujet qu'on a eu il y a à peu près 1 an et demi. On a réussi à doubler la productivité des équipes produits et tech en à peu près 6 mois. Donc en fait, en 6 mois, ils ont fait l'équivalent de ce qu'ils faisaient en 1 an avant. Alors du coup, évidemment, je vais donner le contexte, etc. Mais c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait penser. En fait, c'est juste des slots. Alors, ça paraît extrêmement basique. Et il y a vraiment une notion de bon sens derrière. Mais en fait, on va juste créer des slots de coordination dans Notion, parce que nous, tout notre travail est dans Notion, sur en fait, l'équipe produit ne commence à travailler que quand l'équipe tech est disponible. Alors du coup, le truc comme ça, il paraît extrêmement simple. Mais le problème qu'on avait derrière était beaucoup plus problématique que ça. En fait, on avait une équipe tech. Donc, l'équipe produit, pour remettre dans le contexte si ce n'est pas clair pour tout le monde, prépare les specs pour créer le produit sur lesquels l'équipe tech va travailler. Donc, tous les développeurs de nos différentes stacks, donc back-end, front-end et mobile, savent ce sur quoi ils vont travailler une fois que l'équipe produit leur a envoyé les specs. Et du coup, qu'est-ce qui se passait? On avait une équipe produit qui faisait énormément de specs qui n'étaient jamais utilisés par l'équipe tech. Okay, donc, en fait, ils travaillaient beaucoup trop vite par rapport à l'autre équipe. Et du coup, ça génère énormément de frustration parce que l'équipe tech a toujours énormément de travail à faire. Et du coup, l'idée qu'il y a derrière, c'est l'équipe produit ne commence à travailler que quand l'équipe tech est prête. Donc, en fait, en termes lean, on appelle ça du pull system. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé mécaniquement? C'est qu'en prenant le temps de travailler sur une spec à la fois et en l'envoyant uniquement quand l'équipe tech est prête, en fait, ça laisse beaucoup plus de temps à l'équipe produit de faire une spec qui est d'un très bon niveau de qualité. Et qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que l'équipe tech a du coup moins de questions, c'est plus facile, c'est plus clair, etc. Et du coup, ils passent beaucoup moins de temps à coder. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé au final? On a fait le même nombre de features, mais comme on a appris à les faire de bien meilleure qualité, en fait, on est allé beaucoup plus vite. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'exemples que je pourrais vous citer, mais ça, c'est un qui est très parlant. Dans le 2e semestre l'année dernière, ils ont fait autant de production, ils ont fait le double de productivité parce que c'était l'équivalent du travail qui a été fait en 1 an avant. Et en fait, c'est juste en mettant cette chose-là en place. Donc, ça paraît être du bon sens, mais si vous réfléchissez peut-être après cette présentation, en fait, on est dans beaucoup de situations où il y a des équipes qui travaillent à des vitesses très différentes des autres. Et ça, c'est un outil d'alignement. Et du coup, on prend le temps de faire de la bonne qualité pour que les autres puissent travailler plus vite derrière. Donc, du coup, c'est un peu le truc, un peu méta. Mais en gros, c'est un des exemples sur lesquels on a pu travailler. Je check juste rapidement si on a une autre question. Non, on n'a pas d'autres questions, donc je vais continuer. Et du coup, ça, c'était vraiment un exemple. Mais pour nous, dans la culture d'entreprise, etc.,
la clé de l'apprentissage et donc du coup la productivité qu'il y a derrière, c'est avoir le réflexe et l'exercice et la gymnastique de faire de la résolution de problèmes en permanence. Alors, quand on parle de résolution de problèmes, on parle de résolution profonde du problème. Ce n'est pas juste on m'envoie quelque chose qui n'est pas bon, je le corrige et je le renvoie. C'est vraiment, on veut que la prochaine fois, le travail soit plus facile et plus rapide. En fait, on se pose vraiment les bonnes questions de pourquoi est-ce que ce n'était pas bon dès le départ pour que la fois d'après, on puisse faire mieux. Donc là, j'ai cité plusieurs exemples qui potentiellement vous vont parler dans vos métiers respectifs. Un bug en production, c'est un problème. Un design qui ne plaît pas, c'est un problème parce qu'on doit le refaire. Une pub qui ne génère pas d'acquisition, c'est également un problème parce que du coup, on a fait tout ce travail pour pas grand-chose. Et aussi, on le fait dans nos équipes de recrutement. Un candidat qui refuse une offre, c'est un gros problème. C'est qu'en fait, on n'a pas bien vendu le job, on ne correspondait pas aux attentes du candidat, etc. Donc, on va vraiment se poser ces questions-là. Donc, du coup, je vais vous donner un exemple inspiré de faits réels, ok, mais c'est pour vous montrer un peu la réflexion qu'on peut avoir derrière. Donc, du coup, un problème qu'on a eu récemment, pour ça je dis inspiré de faits réels, on a refusé d'ouvrir des comptes à certains clients alors qu'on aurait dû. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un fait une ouverture de compte, on prend plein de choses en compte. Une des choses qu'on prend en considération, c'est en fait, est-ce que c'est un business avec lequel on accepte de travailler ou pas. Donc, par exemple, on peut dire dans les jeux d'argent, il y a beaucoup de fraude. Du coup, en fait, c'est des clients qu'on n'a pas forcément envie d'avoir chez nous. D'accord ? Donc, on a une liste dont on sert pour faire ce filtre-là. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte, en faisant l'investigation, etc., que en fait, cette liste, on pensait qu'elle était toujours vraie, mais en fait, pas du tout. Et ça, c'est un vrai problème. D'accord ? Donc, en fait, on s'est rendu compte de ce truc-là. Et là, il y a quelqu'un qui parlait d'outils. Désolé, j'ai oublié le prénom. Et en fait, on s'est créé l'outil pour que cette liste soit en permanence automatisée. Et c'est-à-dire que dès que l'équipe compliance dit, en fait, ces business-là, avant, on les acceptait, maintenant, ce n'est plus le cas, ou l'inverse, on ne les acceptait pas et maintenant, on les accepte. En fait, c'est constamment mis à jour. Donc, toute l'équipe qui fait les ouvertures de compte est parfaitement au courant à un instant T de qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. Et du coup, après, on va le valider parce qu'en fait, on ne sait même pas si ce truc-là, il marche ou pas. Et en fait, on va suivre pendant quelques jours et on va bien vérifier qu'on a 0 client qui va appeler le service client pour ce motif-là. Et donc, du coup, ça veut dire que notre contre-mesure a marché. Et en fait, dans la finalisation, on va vraiment documenter ce truc-là parce qu'on a envie que cet apprentissage il soit réutilisable et que cet outil soit réutilisable potentiellement ailleurs. Et du coup, on va former tout le monde. Donc, idem, les nouveaux arrivants qui arrivent en compliance ou qui arrivent en service client vont être parfaitement au courant de cette modification-là. Et en fait, ce qu'on peut voir dans les résultats, et du coup, là, on peut parler de productivité, il y a une partie qui est effectivement un peu business parce qu'on a des clients qui sont satisfaits et qui ouvrent des comptes chez nous, mais on passe moins de temps à actualiser les listes et le service client passe moins de temps à traiter les tickets qu'il ne devait pas traiter à la base. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment le cheminement vers l'amélioration des outils en tant que tel ou la productivité en tant que telle. C'est qu'en fait, on apprend des problèmes qu'on rencontre tous les jours. D'accord ? Donc ça, c'était vraiment typiquement l'exemple que je voulais vous montrer pour que vous ayez une idée de comment est-ce qu'on réfléchit chez nous et comment est-ce qu'on fait de la productivité chez nous finalement. Parce que c'est la conséquence de notre manière de réfléchir à la manière dont on travaille. Alors, je vois que j'arrive au bout du temps. Je suis peut-être allé un peu vite sur certains points. Du coup, je vais regarder les questions vite fait et je vais éviter d'empiéter sur le temps d'Antoine. Tatiana qui demande comment faire pour motiver les gens à nous suivre dans la mise en place de ce genre de système. Alors, c'est une excellente question parce que c'est effectivement très difficile. En fait, on part du postulat que si on dit aux gens qu'ils doivent changer, ça ne va pas marcher. Ou en tout cas, ça ne va pas marcher très longtemps. Donc, du coup, potentiellement, le chef va nous dire « il faut que tu changes, je vais le faire tout de suite », mais ce n'est pas tenable dans la durée. En fait, pour motiver les gens et pour entraîner les gens là-dedans, on les fait voir, et par voir, je dis vraiment avec les yeux, qu'en fait, il y a des problèmes qui sont existants et qu'en fait, si on ne les traite pas ou si on ne s'en occupe pas, en fait, on va juste aggraver la taille du problème. Donc, en fait, si on prend par exemple ces clients-là qui n'ont pas pu ouvrir de compte chez nous, en fait, si on n'y fait rien, ce problème-là va grossir et ça va résulter en plus de travail pour l'équipe service client, plus de ci, plus de ça, plus de ça. Et en fait, c'est en voyant ce truc-là. Alors, nous, on a tendance à dire voir la matrice, mais en fait, quand on voit la matrice et quand on voit qu'effectivement le problème est présent, en fait, on s'engage,
correspondent à un certain commitment, en fait, à vouloir le changer parce que c'est un caillou dans la chaussure, donc on a envie de se le retirer. Donc, en fait, on fait un peu ressentir les cailloux dans la chaussure où on les met en évidence. Et en fait, les gens, on part aussi d'un deuxième postulat de base, c'est que les gens n'ont pas envie de se prendre la tête au travail. Et en fait, les gens ont fondamentalement envie que demain soit une journée plus facile qu'aujourd'hui. Et du coup, en fait, c'est en voyant ces problèmes-là qu'on crée la dynamique. Et en fait, on y va petit bout par petit bout. On n'en voit pas tout le modèle dès le premier jour. Mais c'est le cheminement dans l'apprentissage qui fait qu'on devient meilleur là-dedans. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que potentiellement, il y a des incompréhensions au début du genre, moi, je fais du recrutement, donc je traite avec des humains et pas des bagnoles. Mais en fait, la logique derrière est la même. Et du coup, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Donc, en fait, l'entraînement, on l'a fait vraiment dans l'apprentissage, nous aussi. En fait, on a envie de voir ça. On a envie de voir où est-ce qu'on rate, mais avec toute transparence. Et en fait, ce n'est pas grave de rater, juste pour se rendre le travail plus facile et plus court. Donc là, on a des gens aujourd'hui qui disent ouais, putain, avant, je passais 3 heures là-dessus. Maintenant, j'y passe une demi-heure. C'est génial parce que je peux passer plus de temps à faire d'autres choses. Et en fait, c'est cette dynamique-là qui est dure à créer, mais une fois qu'elle est créée, ça devient beaucoup plus facile. Ok, merci Tristan. Dans le chat, tu avais d'autres questions, je vais quand même regarder. Écoute, dans le chat, ça a parlé musique à un moment. Quand les mecs produits font leur taf, tout marche bien. Alors, c'est vrai, mais ça marche à peu près avec tout le monde. Je crois qu'il y a une autre question qui vient d'arriver à l'instant. Yes. Il n'y a plus de questions. Alors, avons-nous un white paper ou un article pour apprendre à mettre en place cette méthodologie? Oui, on a des articles qui sont sur notre Medium qui traitent à la fois du modèle d'entreprise, mais qui traitent aussi d'applications concrètes. Donc, si tu veux, Clément, je t'enverrai le lien pour que tu puisses l'envoyer après. Donc sur le blog, on a plusieurs experts qui parlent de ce truc-là. Si tu veux, tu peux même l'envoyer dans le chat pendant qu'Antoine fera sa presse. Et j'en profite aussi pour, si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent sur ce que Tristan a dit pendant qu'Antoine parle. Je pense que Tristan, tu restes avec nous sur la deuxième partie. Donc si on doit reparler de certains sujets par la suite, il n'y a pas de souci. Et je te laisse finir de répondre aux questions, Tristan, t'inquiète. Juste répondre à la question de Florent avant de passer 5 minutes, t'inquiète, pas de souci. Et du coup, alors oui, il y a une récompense, oui et non. En fait, c'est extrêmement lié à tous nos programmes de développement, mais vraiment type RH qui sont chez nous. En fait, on pense que si les gens s'approprient cette culture-là, s'ils s'approprient la résolution de problèmes, en fait, ils vont fondamentalement devenir meilleurs dans leur travail. Donc, en fait, ça leur crée des opportunités pour monter en grade, devenir expert, etc., etc. Donc, il y a des choses qui sont là-dessus. Et aussi, c'est intrinsèquement lié à leurs objectifs dans leur poste. Donc, en fait, si on veut que les gens de l'équipe des ventes gagnent leur bonus, entre guillemets, en fait, il faut devenir très fort. Et pour devenir très fort, ça passe par l'apprentissage. Donc, en fait, les deux sont extrêmement liés. Et par les programmes de développement pour monter en grade chez nous et pour l'atteinte des objectifs des gens. Donc, en fait, c'est un moyen d'atteindre leurs objectifs et qui, en fait, vient dans les, entre guillemets, récompenses qu'on peut avoir. Donc, en fait, c'est plus un moyen qu'autre chose. C'est plus qu'une fin en soi. J'espère que c'est clair. Ok, tu as répondu, tu as fait le tour des questions. Là, je vais pouvoir passer la main à Antoine parce que j'ai un peu débordé. Je vais vous mettre le lien vers les articles de Medium. Ok, merci beaucoup Tristan. J'avais fait une petite, j'avais pris mon temps aussi sur l'intro, donc t'inquiète pas, c'était du coup exactement à l'heure. C'est parfait. Antoine, je te propose de passer à une vision totalement différente, du coup, j'imagine. Exactement. Carrément, mais merci beaucoup Tristan. Moi aussi, j'ai appris plein de trucs pendant ta présentation et je me reconnais. Nous, du coup, Clément, comme tu le disais, on est au stade où on a 30 salariés désormais dans la boîte. Nous, on convertit des véhicules thermiques en véhicules électriques. Donc, en plus de ça, on a un vrai modèle avec des véhicules. Enfin, tu vois, pendant longtemps, tu as dit on ne fait pas des bagnoles, mais du coup, nous, on fait des bagnoles et je peux te dire qu'on voit clairement ce genre de trucs.
Et du coup, c'était super intéressant. Et j'ai fait quelques screens de ta présentation. Et je pense que je vais envoyer le replay à toute la boîte parce que ça va. Je pense qu'en fait, il y a pas mal de sujets dont tu as parlé qu'on reconnaît beaucoup chez nous. Donc, trop cool. De mon côté, du coup, donc je m'appelle Antoine. Je suis un des cofondateurs de Phoenix Mobility. J'ai dit ce qu'on faisait. On a créé la boîte il y a à peu près 2 ans avec mes associés. Et aujourd'hui, je m'occupe de toute la partie business de la boîte. Et en parallèle, j'ai une passion pour le vin depuis plusieurs années. J'adore ça. Je suis pas tombé dedans quand j'étais petit, mais presque. Et donc, du coup, j'ai décidé de créer un podcast sur le sujet il y a 2-3 ans qui m'a permis de partir dans plein de châteaux, faire plein d'interviews, faire plein de dégustes et d'être une excellente excuse pour boire du vin sans trop culpabiliser. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en parallèle, j'ai aussi une passion pour la productivité. Non pas une productivité pour une fin en soi, justement. Et je pense que la conclusion de ce que disait Tristan, c'est un peu la même chose. En fait, faire 2 fois plus de choses dans le même temps, c'est pas une fin en tant que telle. Enfin, en soi, c'est cool et c'est stylé de pouvoir le dire, mais en fait, ce qui compte vraiment, c'est de réussir à se dégager du temps pour potentiellement faire d'autres choses, pour porter sa boîte plus loin, pour faire du sport, s'occuper de ses enfants, apprendre à faire la cuisine, enfin j'en sais rien, mais bref, en gros faire d'autres choses qui nous font aussi kiffer et qui nous font faire d'autres éléments. Et quand on a préparé ce webinaire avec Clément, la question qu'on s'est posée, c'est un peu comment essayer de résoudre l'équation temps-argent que les communautés de freelance connaissent évidemment énormément. Et du coup, un des leviers pour se libérer de ça, c'est de consacrer moins de temps à son activité, mais de continuer à gagner autant, voire plus. Et donc, du coup, là, la productivité est un des leviers qui est possible d'actionner. Ça, c'était pour vous donner un peu le contexte. Et pour finaliser cette partie-là, donc, je suis passionné par la productivité. Et dans ce cadre-là, je me suis dit, on va faire pareil que quand tu as décidé d'en apprendre plus sur le vin, va parler aux gens qui parlent de productivité, qui appliquent des choses, qui ont des modèles intéressants à partager. Et du coup, depuis une trentaine de semaines, maintenant un petit peu plus, 32 je crois, pour être précis, j'interviewe une personne par semaine dans un podcast qui dure une trentaine de minutes, avec des questions qui sont ultra opérationnelles. Donc c'est des entrepreneurs, des sportifs, des artistes, etc. Et je leur demande comment est-ce que tu organises tes journées, quelles sont tes routines, quels outils est-ce que tu utilises. Merci Mathieu pour cette blague, tu m'as déconcentré en même temps, une interview la crème de la crème, c'est vrai, c'est clairement vrai. Quels outils est-ce que tu utilises, qu'est-ce qui t'empêche d'être productif, et tout ça en 30 minutes. Donc j'ai essayé de concentrer le plus possible le temps de ce podcast pour que ce soit cool et que vous puissiez avoir des éléments ultra actionnables. Et du coup, aujourd'hui, je vous partage mon écran et surtout 50 astuces de productivité que j'ai tirées de ce podcast. Alors, on n'aura pas le temps de passer sur les 50. J'ai prévu de passer sur les 6 premiers. J'en ai mis 3 faciles, 2 médiums et 1 difficile, histoire de monter en difficulté et d'avoir une petite pyramide. Il y en a 50 que vous pourrez évidemment découvrir un peu plus tard. Donc, j'ai essayé de tout rassembler, ou en tout cas d'en rassembler ceux qui me paraissaient le plus intéressants et d'en faire un petit template Notion que vous pouvez ensuite tout simplement dupliquer et utiliser comme un board. Pour le coup, je ne me suis pas trop foulé sur les catégories, mais je pense qu'il n'y avait pas trop matière à réinventer la roue. Et pour chaque carte, vous avez la catégorie, donc en l'occurrence email, il y en a d'autres. J'ai mis IT, lifehack, hardware, et business sur les catégories. Vous avez la difficulté, le gain estimé par semaine, les informations, les résultats, les outils et un bonus comme une vidéo, un podcast ou autre que je peux vous recommander sur le sujet. Donc normalement avec ça vous fait vraiment une toolbox pour dire il y a sûrement des trucs que vous faites déjà, peut-être que les raccourcis sur Gmail c'est déjà activé chez vous, mais peut-être que ça l'est pas, et si ça l'est pas on va le faire ensemble maintenant. Avec ça, normalement, vous avez une toolbox pour essayer de gagner au moins une journée par semaine. Alors, j'ai pas fait la somme du temps que j'estime en économie, mais je pense qu'on n'est pas loin de la journée et demie par semaine. Donc, normalement, ce sera plutôt good. Si ça vous va, sauf si vous avez des questions en particulier, mais je pense que c'est good. Ça m'a l'air d'aller. Si vous n'avez pas de questions en particulier, je vous propose qu'on passe sur les 6 premières astuces. Et le reste, ce sera à découvrir plus tard à la maison
quand vous voudrez. Hop, du coup, je vous repartage mon écran. Je voulais checker qu'il n'y avait pas de questions. Du coup, la première astuce, bon, ça va un peu dans un gros package qui est email, et vous allez voir qu'il y a pas mal de cartes sur les emails dedans. On en reçoit tous plein, et c'est clairement un des éléments les plus utilisés dans la communication, que ce soit en freelance ou en tant que salarié dans une boîte. C'est ce par quoi on communique de manière le plus classique. Et du coup, bien gérer sa boîte mail, c'est souvent un sujet qui revient. Donc, comme j'ai dit, il y a différentes cartes, et on peut un peu le décomposer en différents éléments. Il y a des éléments qui sont très techniques, comme activer les raccourcis, enfin, très pratiques ou opérationnels, en tout cas. Il y a des éléments qui sont plus de l'ordre du rituel ou de l'organisation véritable à mettre en place. Pratiquer l'inbox zéro, mettre en place des règles email ou des choses comme ça. Donc, c'est des choses qui sont traitées, mais dans d'autres cartes, pour le coup. Donc là, on a les faciles pour commencer. Et le premier, c'est activer les raccourcis sur Gmail. Honnêtement, l'usage de la souris, c'est un des pires trucs pour moi, en tout cas. Donc, je vous recommande 1000 fois d'utiliser les raccourcis sur Gmail. C'est ultra pratique. Alors, si vous n'utilisez pas Gmail, ça, c'est un problème en tant que tel, mais si vous êtes sur Outlook, par exemple, mais bon, peu importe. Mais donc, je vous recommande, quoi qu'il arrive, d'utiliser les raccourcis. Et pour ça, sur Gmail, super facile. Vous allez dans Paramètres, c'est la petite molette qui est ici. Si vous avez un compte entreprise, évidemment, c'est le cas aussi. Vous descendez, et là, vous avez les fameux raccourcis clavier. Vous faites activer les raccourcis clavier. Vous n'oubliez pas de faire enregistrer les modifications. Et ensuite, c'est tout bon. Et là, vous aurez les fameux raccourcis clavier. Et du coup, là, vous pourrez, au moment d'aller sur un mail, soit le mettre le déplacer vers une boîte en particulier avec la touche V, l'archiver en utilisant E, le transférer en utilisant F, y répondre en utilisant R, répondre à tous en utilisant A, etc. Je ne vais pas vous faire toute la liste des raccourcis Gmail. Il y en a autant que de touches sur le clavier, quasiment. Je pense que le E, le V, le F, le R et le A sont clairement les raccourcis que, à titre personnel, j'utilise le plus. Mais je vous ai mis normalement le lien juste là vers tous les raccourcis. Donc, normalement, vous pourrez trouver tout ça. Évidemment, ce n'est pas une liste à apprendre par cœur, parce que déjà, c'est pas fun, et surtout, ça ne sert pas à grand-chose. Mais moi, ce que j'essaie de me dire, quand j'utilise ma souris, est-ce que, en fait, il n'y a pas un truc que je peux essayer de faire à la main, au raccourci, et de gagner un peu de temps grâce à ça. Résultat, moins d'utilisation de la souris, 80% plus productif dans la gestion des mails, ça va beaucoup plus vite, et j'ai estimé le gain à au moins 15 minutes par semaine. Après, ça dépend toujours de à quel point vous utilisez vos mails et à quel point vous devenez beaucoup plus efficace au clavier. Je vois qu'il y a quelques notifs, j'essaie de venir. Tac, tac, tac. Ok, c'est good. Et je suis très d'accord avec Florent. Hop, bien identifier le problème auquel il essaie de répondre. C'est clairement vrai pour les éléments sur Conto que Tristan vient de nous partager. Et c'est 1000 fois le cas sur les outils de productivité. Apprendre 10 000 raccourcis clavier sur Gmail, c'est trop cool. Mais en fait, si pour vous, c'est pas un problème de gérer vos mails, ça sert à rien. Donc clairement, il faut toujours identifier le problème ou la routine que vous voulez mettre en place avant de penser à l'outil et avant de penser à ce que vous allez faire, parce que sinon, en fait, vous allez passer plus de temps à maintenir un outil que vous n'utilisez pas vraiment qu'à vraiment devenir plus productif, et du coup, ça va faire l'inverse. Bon, maintenant que vous avez activé les raccourcis sur Gmail, je ne le passe pas en done parce que je vais vous partager ce template juste après, mais au moins, c'est good. Ensuite, mettre en place les libellés sur Gmail, je l'ai aussi mis en facile. Les libellés, concrètement, c'est ce qui permet d'organiser votre boîte mail et donc du coup d'être potentiellement en inbox zéro. Donc les libellés sont tous les petits éléments là que vous pouvez voir sur la gauche. Moi, j'ai une politique de libellé qui est ultra extensive. Je ne cherche pas à faire des sous-libellés, des trucs avec des couleurs, machin. Je sais juste à ce que ce soit efficace et à ce que je puisse facilement retrouver mes mails. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. D'autres personnes préfèrent être beaucoup plus organisées là-dessus. Pour ça, différentes options. Soit tout simplement, vous allez faire gérer les libellés juste ici, ou créer un libellé, soit directement depuis un mail. Et là, vous faites la touche V et vous avez les libellés qui s'affichent ici. Ou alors, vous pouvez directement en créer un, entrer un nom et l'imbriquer sous un autre libellé si jamais vous voulez avoir des sous-catégories ou autres. Bon, ça, c'est ultra utile de vous poser aussi avant. Peut-être que moi, par exemple, si demain je devais devenir freelance, peut-être que j'aurais un libellé général pour mes clients, et ensuite des sous-libellés par type de client ou par client en particulier si je devais justement archiver les mails et rester organisé dessus. Peut-être que j'aurais un libellé
genre administrative, avec tous les trucs que je peux trouver, qu'on peut m'envoyer plutôt d'URSSAF, d'impôts, de banques, etc. Peut-être que j'aurai un sous-libellé collab avec les collaborations que je peux avoir avec différents freelances ou des agences ou des plateformes ou d'autres boîtes. Donc, tout ce genre de choses. Après, à vous de voir comment est-ce que vous vous organisez, quel type de libellé vous pourrez avoir besoin. Mais clairement, c'est un préalable avant d'être en inbox zéro de mettre en place ces libellés. Donc, essayez d'y penser. Et après, vous ne prenez pas trop la tête. Si vous ne savez pas où ranger un mail, juste créer un nouveau libellé. Et tant que c'est bien rangé et que vous pourrez les retrouver plus tard, c'est pas très grave. Je vous l'ai pas mis ici, mais une de mes astuces sur Gmail, c'est clairement de faire une utilisation extensive de spam. Et là, je pense que je suis clairement face à un spam sur le mail que je viens de vous montrer. Donc, vous aurez l'occasion de voir à quel point je l'utilise dans la partie qui est dédiée. Mais n'hésitez pas, au-delà des libellés, à dégager tous les mails qui ne vous sont pas utiles et à les mettre en spam. Enfin, dernière astuce facile, et celle-ci, je ne l'avais pas mise en place avant de commencer mon podcast. Elle m'a été confiée par Flavie Prévost, qui a aussi un podcast qui est super cool. Je vous ai mis le lien pour enregistrer. Elle est directrice commerciale chez Sixt, le groupe de location de véhicules. Et en gros, elle m'a partagé le fait que quand tu voyages ou même quand tu bosses tout court, il y a souvent des moments où tu es KO et tu perds clairement en motivation et en envie de faire des choses. Et du coup, tu commences à culpabiliser, tu es dans ton avion, dans ton train, tu t'étais dit que tu allais bosser sur 1 million de choses que tu fais pas, mais en même temps, tu es fatigué, tu n'as pas envie de bosser, etc. Et elle a trouvé une solution à ça. Elle a mis en place une dead brain list, donc littéralement une liste pour quand tu as le cerveau mort, de tâches que tu peux faire à ces moments-là, comme lire un article de blog, trier des mails dans un dossier en particulier, faire une veille, etc. Et du coup, moi, ce que j'ai commencé à mettre en place, c'est une liste d'activités que je peux mener quand je suis complètement KO. Et là, par exemple, ce soir, ça va clairement être le cas parce que je suis dans notre usine à Grenoble et vraiment, là, je suis en KO. Donc, j'ai 3 heures de transport pour rentrer à Paris et clairement, je vais activer ma dead brain list. Et moi, dans ma dead brain list, j'ai typiquement faire de la comptabilité et trier les factures que je peux avoir dans mon dossier invoice de boîte mail. En gros, faire en sorte que tout ça parte ensuite à notre département comptable ou au rapprochement bancaire pour que ce soit bien géré. Et j'ai des éléments sur lire ce qui est dans mon appli Pocket, donc tous les articles que j'ai pu sauvegarder. Ça, tu peux le faire soit sur Notion, soit sur n'importe quelle application de notes. Juste, tu t'écris les éléments que tu veux faire quand tu es complètement KO, mais que tu dois quand même travailler. Et ensuite, c'est tout good. Et sinon, tu peux évidemment te reposer, puisque la productivité ne sert pas à être dans le hustle en continu, loin de là. L'objectif est clairement de profiter de son temps et de bien l'utiliser. Je vois qu'il y a des éléments. La dead brain list, ça marche aussi pour la procrastination list. Ça, c'est clairement vrai. Les éléments... j'en parlais beaucoup, je vous invite à écouter ce podcast avec Quentin, que vous connaissez peut-être pour les devs sous le nom de développeur libre. Et en gros, on parlait beaucoup de la procrastination et on aurait pu faire un meet-up complet sur la procrastination, mais en gros, lui, ce qu'il me disait, c'est qu'il avait une liste de choses qu'il pouvait s'autoriser à faire quand il n'avait pas envie de travailler, mais que c'était quand même sur les moments où il était censé travailler. Et donc, du coup, il avait une petite liste de trucs qu'il pouvait s'autoriser à faire sur lire un bouquin sur un sujet en particulier ou des choses comme ça. Et clairement, l'idée à retenir, c'est que c'est de l'utilisation du temps qui n'est pas faite pour ce dont on devait vraiment travailler à ce moment-là, mais qui nous fait quand même avancer le business. Donc, c'est pas plus mal. Bon, ça, c'était sur les 3 premières astuces. C'était des trucs faciles, ultra opérationnels. Je voulais vous donner des choses ultra rapides à mettre en place. Et on va passer à la catégorie médium, du coup, en termes de difficulté. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Le premier élément que j'ai mis, c'est utiliser le pouvoir de Google Chrome. Alors, si vous utilisez Google Chrome, évidemment, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que Google Chrome a en fait 1 million de fonctionnalités qu'on ne connaît pas forcément et qui nous permettent quand même d'économiser un max de temps. Alors Google Chrome a évidemment des raccourcis clavier pour passer d'un onglet à un autre, pour fermer un onglet, pour rouvrir un onglet que vous avez fermé au clavier, et ça c'est quand même ultra pratique. C'est option commande et des touches directionnelles pour changer d'onglet. Vous avez commande W pour fermer un onglet, commande T pour ouvrir un nouvel onglet, commande W pour fermer un onglet et commande -T pour ouvrir un onglet que vous aviez fermé. Commande -T, je pense que je l'utilise 10 fois par jour quand tu fermes un onglet et que tu veux le retrouver.
Donc, ça fait partie des raccourcis clavier qui sont plutôt cool à connaître. Bon, ça, c'est plutôt cool en tant que tel, mais bon, des raccourcis clavier, comme je l'ai dit, ça change un peu la vie, mais c'est pas forcément l'élément le plus important. Moi, le truc que j'aime beaucoup sur Google Chrome, c'est la possibilité de faire des groupes d'onglets, donc avec la touche commande ou avec la touche Maj pour sélectionner tous les onglets à la suite. Tu peux tout simplement créer un groupe, ajouter les onglets à un nouveau groupe et leur donner un nom. Bon, là, j'ai fait exprès d'ouvrir 3 fois ma boîte mail, et bon, il y a un oublié paramètre qui s'est glissé là. Mais en fait, on pourrait faire un groupe mail ou un groupe communication, par exemple. Tu peux lui attribuer une couleur et ensuite, tu vas pouvoir gérer le groupe en tant que tel, le fermer en entier, le rouvrir en entier, voire même l'isoler sur une nouvelle fenêtre. Alors là, je ne vais pas le faire, mais tu peux déplacer le groupe vers une nouvelle fenêtre et du coup, tu as l'ensemble des onglets qui vont juste pop et en faire une nouvelle fenêtre. Et tu peux fermer le groupe en entier pour justement te permettre de retrouver, plutôt de tout fermer, pardon. Ça, c'est plutôt cool, surtout si tu as tendance à ouvrir 10 000 onglets sur ton navigateur en même temps et ensuite de plus y voir clair. Donc, si c'est le cas, juste rassemble tes onglets à un endroit sur un sujet, tu le fermes, et comme ça, tu es assez tranquille pour pouvoir continuer ta navigation sans trop de problèmes. Le deuxième élément que j'aime beaucoup sur Google Chrome, c'est la capacité qu'on a à personnaliser la page de démarrage. Alors, quand tu ouvres Google Chrome, tu as souvent cette page par défaut avec les éléments que tu visites le plus. Et c'est tout. Et la recherche Google, mais tu peux aussi personnaliser ta navigation. Alors, tu peux reprendre là où tu t'es arrêté, mais tu peux surtout ouvrir un ensemble de pages spécifiques. Moi, de mon côté, quand j'ouvre Google Chrome, il y a Notion qui arrive tout seul. Et comme ça me permet d'aller très vite sur mes to-do, sur mes trackers d'habitude ou des choses comme ça. Mais en fait, tu peux faire 1 million d'autres trucs. Donc, n'hésite pas à rajouter les choses. Peut-être que, par exemple, quand tu ouvres Google Chrome, tu veux ouvrir Crème de la Crème et Conto pour aller checker les missions en cours et checker où est-ce que tu en es dans ta banque. C'est peut-être une bonne idée. Et peut-être ouvrir Apple Podcast avec mon podcast à l'intérieur, au passage, j'en profite quand même. Mais tu peux personnaliser tout ça. Évidemment, tu peux ajouter une page ou tu peux utiliser les pages actuelles. Si par exemple, là, je voulais mettre toutes ces pages qui s'ouvrent par défaut, j'aurais juste à cliquer sur « Utiliser les pages actuelles » et les mettre là. Je ne vais pas le faire parce que ça va me dérégler mon Notion, mais c'est complètement possible. Ensuite, il y a plein d'autres choses que tu peux faire sur Google Chrome. Je ne vais pas m'étendre énormément là-dessus. Je vous ai mis un petit bonus dans la carte dans lequel je vous explique exactement avec mon écran que je partage tous les éléments que je fais sur Google Chrome pour être plus productif. Donc, normalement, ça va vous aider à aller un peu plus vite. Il y a peut-être un élément que je peux vous partager en complément. C'est dans confidentialité et sécurité, paramètres des sites. Et là, normalement, vous avez notification. Et là, vous avez ne pas autoriser les sites à envoyer des notifications. Typiquement, quand vous naviguez sur des sites e-commerce ou des choses comme ça, ils ont tous tendance à, ou même des sites de news, là, on voit Automoto, voilà, ils ont tous tendance à vous mettre un petit pop-up ici qui dit est-ce qu'on a le droit de vous envoyer des notifications un jour? Évidemment, la bonne réponse est toujours non pour recevoir des notifications. Mais si vous en avez marre de cliquer à chaque fois là-dessus, en fait, vous allez du coup dans confidentialité et sécurité, paramètres des sites, notifications, ne pas autoriser les sites à envoyer des notifications, et là, vous serez tranquille, vous ne verrez plus du tout ces éléments et vous pourrez naviguer tranquillement. Si vous aimez bien quand même avoir quelques notifications, vous pouvez faire activer les notifications discrètes. Et donc là, du coup, les sites ne pourront pas vous demander l'autorisation de vous envoyer des notifications, mais vous pourrez l'activer à la mano si vous cliquez là sur le début de l'onglet. Voilà sur les quelques petites astuces que j'ai sur Google Chrome. Je vais aller un peu vite, mais vous avez tous ces éléments dans un petit bonus que je vous ai mis à la fin de cette carte. On est bon sur le timing, normalement ça va le faire. Supprimer les notifications. Ça, j'ai envie de dire que c'est un peu la classique quand même de la productivité. En gros, l'idée, c'est de ne pas avoir d'éléments externes qui viennent vous déranger, ou en tout cas de vraiment choisir les éléments externes qui viennent vous déranger. J'en parlais mardi, quand j'ai enregistré un podcast, qui est d'ailleurs le prochain podcast que je publie. Et en fait, on parlait de désactiver les notifications, et en gros, l'objectif, c'est pas juste d'être un moine bouddhiste qui ne reçoit rien sur son téléphone et qui est juste complètement détaché de tout ça, pas du tout. Et en fait, l'idée, c'est de se dire qu'on n'a pas besoin des notifications pour aller soi-même sur son téléphone. Et typiquement, moi, j'ai pas besoin des notifications pour aller sur Instagram ou sur TikTok. Je le fais très bien tout seul, donc j'ai pas besoin qu'on vienne me dire de le faire. Ça, c'est le premier élément.
Le deuxième élément dont on parlait, c'est qu'en fait, il y a ce fameux état de flow dans lequel vous oubliez tout ce qui se passe autour de vous et vous êtes ultra focus sur une seule tâche et sur l'élément que vous êtes en train d'accomplir. Et en fait, cet état de flow, on ne sait jamais quand est-ce qu'il va vraiment arriver, on ne sait jamais s'il va arriver un jour ou à un moment, mais l'idée, c'est de se dire, je veux me laisser l'opportunité d'y rentrer et surtout, je veux me laisser l'opportunité d'y rester, parce que c'est trop con d'arriver dans cet état de flow où on est en train d'avancer sur notre mission ou sur ce qu'on est en train de faire, et en fait, on se prend une notif, ça nous déconcentre et c'est fini. Donc, laissez-vous cette opportunité, supprimez les notifications. Tout ça, vous pouvez aller tout simplement dans vos réglages, dans vos paramètres de l'iPhone, et vous désactivez les notifications pour tout. Si vous ne voulez pas tenter ça, parce que vous avez un peu peur au début de ne plus recevoir de notifs, d'être un peu déconnecté, tout ça, déjà, vous pouvez sélectionner les applications qui vous envoient des notifications. Peut-être que Booking n'a pas besoin de m'envoyer des notifs pour me dire qu'il y a des hôtels pas très chers en ce moment. Donc, vous pouvez le faire appli par appli, ou vous pouvez tout simplement utiliser le mode ne pas déranger de l'iPhone au début, ou même de votre téléphone tout court. Vous pouvez utiliser le mode ne pas déranger, et comme ça, vous testez ce que ça fait de ne pas recevoir de notifications, de ne pas être dérangé. Et en fait, vous allez vous rendre compte que c'est good et que ne pas répondre immédiatement à tous ces Slack ou à tous ces emails, c'est plus que OK. Et vous pourrez ensuite passer à la suite qui est de tout désactiver. Je sais pas si je te coupe juste rapidement, Antoine, sur la partie notification. J'en profite parce que j'ai un pouvoir que les autres n'ont pas. Je peux te couper, moi, avec le micro. Sur mon Mac, quand je mets ne pas déranger, j'ai pas la notification, mais j'ai le bruit de la notif quand même. Est-ce que c'est parce que j'ai mal config quelque chose ou Je pense que tu as mal config quelque chose, ouais. Normalement, là, tu peux te mettre en mode ne pas déranger, va dans tes préférences notifications, qui sont juste là, et normalement, tu vas pouvoir désactiver, tu dois pouvoir sélectionner voir la notification, enfin bannière, bruit, enfin bannière, son, ou les deux, et là, tu vas pouvoir tout cut. Ok, ouais, ça marche, parce que je te remercie. Ouais, clairement, il n'y a rien de pire que ce bruit. Je pense que c'est le pire truc. Je pense que le pire que j'ai eu, c'est mes écouteurs qui m'annoncent un message et qui me lit le message de la personne alors que je suis en train de bosser. Ça m'a rendu fou. Donc voilà. Donc sur les notifs, cuttez ça. Ça ira très bien. Vous serez ultra heureux. Je vous ai pas mis de bonus parce qu'il n'y a pas forcément de bonus là-dessus. Pour le coup, il suffit de couper les notifs. Mais peut-être qu'il y en aura un jour. Donc je tiendrai au courant. J'actualiserai évidemment cette carte. Dernier élément que je voulais vous partager, dont j'avais le temps de vous partager aujourd'hui, c'est sur la documentation. C'est un élément qui est ultra intéressant, la documentation. Là, en plus, je suis sur Notion, donc clairement, ça fait partie... Ah, j'ai même pas fini la carte, tiens. J'avoue, j'ai un peu fini après à l'arrache, mais en plus, il y a un bonus là-dessus. Donc, je vais rajouter, avant de vous partager ce Notion, je viens de perdre toute crédibilité sur votre envie de télécharger ce template, mais vous inquiétez pas, le reste des cartes est très cool. En gros, l'idée de la documentation, moi je pense que c'est un truc que j'ai pas assez fait dans ma boîte et aujourd'hui je le regrette maintenant qu'on est 30. Très clairement, c'est l'horreur. Et je pense que ça s'applique aussi 1000 fois quand tu es freelance, où au début, en fait, peut-être qu'au tout début de ton activité, tu as un peu plus de temps à dédier à répondre à chaque client, à créer les choses pour chaque client, etc. Mais en fait, si tu veux accélérer, tu es obligé de standardiser et processiser les choses pour aller tout simplement plus vite. Donc la clé, c'est de tout documenter et en particulier, moi, dans les choses que j'aurais aimé documenter dès le début, c'est des éléments très concrets qui sont les mails que j'envoie régulièrement, à quoi ça ressemble, les propositions commerciales que j'ai pu faire. Alors maintenant, ça on l'a fait, on allait récupérer toutes les propales qu'on avait faites, etc. Et les reportings que j'ai pu faire. Et en gros, si j'avais déjà documenté ces 3 trucs dans un Notion qui explique exactement comment est-ce qu'on structure nos propositions commerciales, qui donne des exemples, qui dit où se trouve la donnée et en gros comment faire, franchement, l'onboarding de mes commerciaux, ça aurait été 100 fois plus rapide. Et pareil sur les reporting, si j'avais fait un Notion qui explique voilà le reporting, voilà pourquoi c'est important, voilà comment on va chercher la donnée, et maintenant débrouille-toi en gros, ça aurait de ouf accéléré les choses. Maintenant on a évidemment ces Notion, mais au début j'ai un peu regretté de ne pas l'avoir fait. Et du coup, en fait, l'élément qui est un peu délicat là-dessus, c'est qu'aujourd'hui j'ai moins de temps à dédier au fait de documenter les choses, parce que j'ai d'autres choses à faire, et en fait au début j'avais beaucoup plus de temps pour documenter, et du coup j'aurais dû le faire dès le début, et voilà, bon. Je vous rassure, je dors quand même très bien la nuit, j'ai pas trop de regrets, mais c'est un des trucs que je vous conseille vraiment de faire le plus vite possible, et n'hésitez pas à documenter des éléments peut-être moins pratiques sur votre business, mais
de fond ou intéressants ou sur lesquels vous pourrez vous poser plus tard sur comment est-ce que tu as fait l'acquisition de tes clients, quels ont été leurs feedbacks, qu'est-ce que tu penses pouvoir améliorer un jour dans ton business, de tenir un peu une liste d'idées que tu pourrais avoir un jour, etc. Donc bref, il y a 1 million de templates sur Notion qui te permettent de documenter ton activité, mais vraiment fais-le. C'est un gain énorme de temps et en plus j'ai un bonus là-dessus parce que j'ai enregistré un podcast avec Claire Vitou et on a beaucoup parlé de la documentation, je vais vous le rajouter et comme ça vous pourrez écouter tout ça et avoir les idées très claires sur la documentation. Je ne veux pas trop empiéter sur votre temps, il est 13h02, j'ai essayé de faire un peu rapide et de me tenir au timing en fait la beauté de cet outil c'est que vous n'avez plus qu'à l'utiliser et à gagner 1 heure par semaine. Vous allez voir, il y a des outils à la fois très lifestyle, on va dire, ou life hack sur comment affronter les problèmes, comment se déconnecter, et des choses un peu plus pratiques sur comment faire une review de sa semaine, comment adopter l'inbox zéro, comment créer, utiliser des templates, comment réorganiser son téléphone pour pas être dérangé tout le temps, comment timeboxer, comment utiliser un outil d'expansion de texte qui est sûrement un des trucs que je préfère, Text Expander ou TextBlaze. Bref, vous aurez tout ça à découvrir dans cet outil. Je pense que Clément vous a mis les liens et je vous remercie beaucoup d'avoir passé ces 30 minutes avec moi. Et évidemment, si vous avez des questions, je suis à votre dispo. Alors, merci Antoine, merci beaucoup. En effet, on a bien fait de ne pas faire les 50, il aurait fallu une matinée de présentation. Ouais, en effet, on me demande le lien sur plusieurs commentaires. Je sais que tu vas le partager. Tu m'en avais parlé que tu allais partager tout ça sur ta newsletter lundi, si je dis pas de bêtises. Exactement. Déjà, si vous vous inscrivez à la newsletter de 4212, je fais de la pub, vous l'aurez. Et je pense que vous aurez plein d'autres tips tout au long de l'année. Après, je ne sais pas si tu avais décidé d'envoyer le lien direct aussi aux personnes qui sont connectées. Ou alors si peut-être même les gens doivent te contacter sur LinkedIn, quelque chose comme ça, pour que tu leur files. Je ne sais pas exactement comment tu veux faire, je te laisse décider. Ouais, je vais vous mettre le lien juste là dans le chat, parce que je crois à la sérendipité et au fait de vous partager les choses, parce que je suis là pour ça. Donc je vous mets, laissez-moi juste le temps d'actualiser en 30 secondes la carte sur la documentation, parce que sinon elle ne sera pas complète. Et je vous mets le lien, le temps que Clément fasse la conclusion, c'est good. Et effectivement, pour me remercier, si vous voulez vous abonner à ma newsletter, au pire vous désabonnez après si vous voyez que c'est nul. J'ai mis le lien de la newsletter vous recevrez un mail, je pense que vous l'avez pu le lire dans le chat à la fin avec deux liens. Je vous ai remis l'offre de Conto, je vous ai remis le lien de la newsletter d'Antoine. Donc vous recevrez un mail à la fin et vous aurez aussi le replay. Et aussi, ça fait plein de liens. Mon petit feedback, ma petite demande de feedback sur l'événement, parce que comme ça me permet de m'aider à l'améliorer. Donc vous aurez plein de liens si vous vous ennuyez, vous aurez largement le temps de regarder tout ça. Et non, je reviens un petit peu juste rapidement et après je vous libère sur Notion. Cet outil qui, je crois que chez Conto, vous êtes aussi très friand de cet outil, d'après ce que j'avais compris, et qui, moi, m'a permis notamment de gagner beaucoup en productivité, que ce soit, tu parlais de documentation, moi je fais beaucoup de documentation, même pour moi-même, où je template, dès que je fais un mail 3 fois, je le template, il est quelque part, je sais exactement comment le retrouver, je fais des checklists à fond aussi, pour être sûr de rien oublier. Vous imaginez bien que la programmation d'un webinaire comme celui-ci, et même pour travailler en groupe, travailler avec vos clients, vraiment super pertinent. Voilà. Je ne sais pas si Tristan, toi, tu avais des petits tips de productivité de ton côté à nous partager avant qu'on s'échappe. Alors, nous, on est très, très, très utilisateurs de Notion. Et en fait, quand je vous parlais de visualiser où sont les problèmes, etc., on fait tout via Notion, en fait. Donc, toute l'organisation de notre travail est faite là-dedans. Donc, à proprement parler, ce sont tous les Kanban, les Kanban boards, etc., qu'on peut voir ici. Et alors, je ne sais pas si je pourrais vous montrer un exemple, s'il faudrait que j'en trouve un qui ne soit pas sensible. Mais
Mais voilà, en fait, toute l'organisation de l'équipe est gérée là-dedans. Ça nous permet de voir si les gens sont en train de travailler sur 5 trucs en même temps ou sur un seul. Ça nous permet de voir si en fait l'attente de la personne en face, c'est pour lundi prochain, pour mercredi, pour jeudi. Donc du coup, on s'organise en conséquence, etc., etc. Donc en fait, tout est dans Notion chez nous. Et aujourd'hui, c'est l'outil le plus abouti qu'on ait trouvé. Donc du coup, on a poussé le truc quand même très très loin. On a bien geeké sur Notion, hein. Mais du coup, on arrive à faire le lien entre… Alors nous, c'est un peu bourrin, on appelle ça les lignes de production. Et du coup, on arrive à faire le lien entre celle des uns et celle des autres. Et en fait, on arrive à voir si en fait on va livrer dans les temps ou pas. Et du coup, à réagir en conséquence. Donc, tout notre management visuel est dans Notion. Vous avez des product managers qui gèrent Notion en fait, ils n'ont pas vraiment le choix. Ouais. Et même sur la gestion de projet, etc., tout est fait sur Notion. Donc aujourd'hui, là, j'ai des personnes que j'ai vues très récemment et qui d'ailleurs ont terminé ma formation hier, qui en fait gèrent des initiatives qui passent par toutes les équipes de Conto. Donc en fait, ils vont aller générer des nouvelles features, voir s'il y a créé de l'adoption, voir avec les équipes de service client s'il y en a des problèmes, etc. Et en fait, toute leur organisation et toute leur gestion de projet est créée dans Notion aujourd'hui. Ok, très bien. Juste le petit mot de la fin, comme j'aime le demander, notamment pour Antoine, toi, je sais que tu fais du contenu régulièrement, donc je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui veulent en savoir plus sur ou avoir des tips sur toute la partie productivité de suivre un petit peu ce que tu fais, notamment la 4212, donc 4212.fr, c'est ça le lien de ton podcast. Et peut-être, je sais pas si tu fais je sais pas trop si tu fais du contenu sur autre part, je sais pas, c'est le moment de nous dire. Et aussi, si tu as d'autres ressources, j'aime bien aussi demander ça, d'autres ressources un petit peu qui peuvent que tu aimes bien suivre, sur lesquelles toi, tu vas voir quand tu as besoin d'en savoir plus ou quand tu as envie de faire de la veille sur ce genre de choses. Ouais, carrément. Du coup, sur Oumsur, toutes les infos, effectivement, sont sur 4212.fr, 422.fr. Et sur ce que je produis, je partage du coup chaque semaine une newsletter dans laquelle je partage l'épisode de podcast de la semaine. Je partage aussi le décompte de mon temps de la semaine, exactement semaine par semaine, combien de temps j'ai travaillé, sur quoi, combien de temps j'ai passé en meeting, combien de temps j'ai passé avec mes potes, combien de temps j'ai fait du sport, etc. Et j'essaie de voir si c'est… Il y a un verre de vin aussi ou pas ? Il y a le verre de vin, exactement. Et parfois, ça compte beaucoup et ça détruit ma productivité sur tout un week-end, mais c'est fait pour. Combien de temps j'ai dormi, enfin bref. J'essaie de traquer un peu tout ça. Et j'ai aussi une liste d'habitudes. Donc, on voit ensemble si j'arrive à les tenir ou pas. Et je lance aussi des petits défis à l'intérieur. Et au-delà de ça, je partage aussi mes lectures du moment, mes podcasts que j'ai écoutés, justement. Les vidéos YouTube que j'ai vues, etc. Donc, du coup, je partage pas mal aussi de curation dedans. Donc, okay. Ça vous fait aussi une veille un peu sur tous les sujets business et productivité. Et ensuite, s'il y a deux références que j'aime beaucoup, il y a évidemment Shubham Sharma, je sais que tu l'as reçu ici, je l'ai reçu dans mon podcast, évidemment. Chez Conto, vous le connaissez bien. Évidemment qu'on le connaît. Mais évidemment, c'est trop cool ce qu'il fait. Et plus en anglo-saxon, j'aime bien Thomas Frank, surtout sur les templates Notion. Pour le coup, il a 1 million de trucs sur Notion qui sont super pratiques. Et Ali Abdal, qui était un médecin qui a été classé numéro 1 à Cambridge en médecine et qui nous raconte comment est-ce qu'il fait pour apprendre des choses, pour développer son cerveau et pour être ultra productif et gérer sa chaîne YouTube en même temps. Et du coup, c'est assez marrant. Voilà, c'est quelques sources que j'aime beaucoup. Et du coup, Tristan, si je te dois te poser la même question, peut-être savoir aussi pour les personnes qui sont intéressées par le lean, qui veulent développer un peu ça sur soit dans leur boîte, soit dans leur projet, soit devenir un Tristan bis pour d'autres sociétés. Non, mais voilà, si tu as deux, trois ressources, et peut-être est-ce que toi, tu partages un peu de contenu, est-ce qu'on peut te suivre quelque part, ce genre de choses? Alors aujourd'hui, très peu. Enfin, aujourd'hui, moi, j'en crée et j'en anime très peu, mais je vais le faire de plus en plus. Notamment via le lien vers notre Medium sur lequel je vais commencer à intervenir là très bientôt. Et sinon, des ressources que je vous conseille,
en tout cas qui, pour nous, sont extrêmement intéressantes. De manière générale, il y a l'Institut Lean France qui fait des choses très bien, mais ça s'adresse à tous les publics. La personne qui s'adresse le plus à nous aujourd'hui, c'est Régis Medina. Je vous enverrai le lien vers son livre, qui en fait est le modèle duquel on s'est inspiré et qui aujourd'hui interagit avec nous très régulièrement. On parle avec lui à peu près toutes les 2 semaines. Et en fait, son livre qui s'appelle Learning to Scale explique beaucoup plus en profondeur tout ce que j'ai raconté pendant 30 minutes. Et du coup, si ça vous intéresse, je vous le conseille vraiment. C'est vraiment le livre à lire pour approfondir. Et sinon, il n'y a pas vraiment de secret. On commence par la pratique et puis on rate et on apprend et on réessaye. Et en fait, tout le processus d'apprentissage via la résolution de problèmes, on se l'applique à soi-même d'abord. Et en fait, on finit par recréer les outils derrière. Sur notre application de Notion, peut-être qu'un jour, on révélera nos secrets sur Medium. Mais c'est vrai qu'on fait une utilisation très avancée de l'outil. Donc peut-être qu'un jour, on le fera. Mais je vous conseille, s'il y a un article Medium à lire qui sera intéressant, ce serait il y a celui de Steve qui est très, très bien et celui de Marc-Antoine qui est notre CPO, donc Chief Product Officer, qui est un ancien expert en ligne et qui, du coup, explique comment est-ce qu'il s'en sert au quotidien pour gérer son équipe. Mais disons que, sans être trop biaisé par Conto, c'est quand même Régis Medina.